Quand on voit le premier X-Men sorti en 2000, on a du mal à croire que les films de super-héros étaient aussi sérieux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui je reviens sur le tout premier X-Men réalisé par Bryan Singer et sorti en 2000. Alors comme je disais, c'est assez frappant de voir qu'un film de super-héros pouvait être aussi sérieux. Quand le film commence, on n'a même pas le logo Marvel. Bon, même si on sait évidemment que le film sera coproduit par la Fox et Marvel, mais à l'époque on est encore très loin du ton un peu irrévérencieux et rigolard du MCU. Et il faut bien se rappeler qu'avant que le premier X-Men arrive, à Hollywood, on a traversé une décennie, donc dans les années 90, de désert artistique concernant les films de super-héros. Ils ont tous essayé de lancer des adaptations de comic book, mais rien n'a marché. Et le dernier grand film de super-héros, finalement, dans les années 90, je me demande encore si c'était pas Batman le défi. Et après ça, c'était un peu terminé. Et il a fallu attendre le miracle X-Men, même si maintenant, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, c'était pas terrible finalement le premier X-Men ». Mais quand même, il faut bien se rappeler que le premier X-Men relance définitivement le genre super-héroïque au cinéma, puisqu'après, on va avoir toujours chez Marvel la trilogie de Sam Raimi, Spider-Man, on va avoir quelques films Marvel un peu ratés, on va surtout avoir chez la firme concurrente DC Warner la trilogie The Dark Knight par Christopher Nolan, et ensuite arrivera le premier Iron Man et le lancement du MCU. I'm Professor Charles Xavier. I built this school where mutants could learn to focus their powers in a positive way. Et pourtant, c'est vrai que ce premier X-Men n'est pas totalement parfait, c'est même pour moi, un film encore un petit peu bancal rythmiquement, dû à l'introduction de beaucoup de personnages, l'introduction de l'univers, qui va parfois entraver le bon rythme des scènes d'action, mais en même temps, avec un univers si riche et si complexe comme celui des X-Men, je pense qu'il fallait bien ça. Et quand je parlais de ton, il est clair que Bryan Singer ouvre les hostilités avec la première scène donc, qui va se passer dans les camps de concentration où le jeune Magneto va être séparé de sa mère. On a encore le thème récurrent de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme chez Singer qui va se répéter dans Valkyrie, dans ce X-Men et également dans Un élève doué. Et surtout, cette scène d'introduction est remarquable puisqu'elle va mélanger le merveilleux à l'horreur. L'horreur donc représentant la Shoah et le merveilleux représentant Magneto, même si Magneto ne fait pas partie des gentils du film, mais le merveilleux car on va mettre en scène un jeune super-héros, entre guillemets, un jeune mutant, et donc on va mélanger dans la même séquence l'horreur et le merveilleux, le genre super-héroïque totalement fantaisiste, totalement fantastique, à celui hyper réaliste de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Et j'ai toujours trouvé que cette scène, malgré sa courte durée, Bryan Singer arrivait à mélanger les deux genres de façon extrêmement brillante. Alors il faut préciser que ce premier Bryan Singer en 2000 va être très bien accueilli globalement par la presse, aussi par le public, mais j'ai quand même relevé deux critiques négatives qui vont dire à peu près la même chose. Alors la toute première, qui vient du journal Première, qui dit que c'est un blockbuster qui va se prendre trop au sérieux, et Télérama qui va pointer du doigt le fait qu'on ne retrouve pas l'humour à la Men in Black. Alors pourquoi j'ai relevé ces deux critiques? Parce qu'on voit bien que si elles restent minoritaires, il y a bien une espèce de scission qui commence à se dessiner entre la volonté d'adapter des comic books au cinéma de façon très sérieuse et la réception presse qui, elle, se dit que finalement les films de super-héros ne doivent pas être si sérieux que ça. Et même si à l'époque de la sortie du premier X-Men, ce genre de critique reste minoritaire, elle deviendra au fur et à mesure des années totalement majoritaire. Il n'y a que Christopher Nolan et la trilogie The Dark Knight qui va échapper à cette espèce de dédain de la presse qui veut que les films de super-héros soient forcément comiques et qu'il ne faut pas prendre trop les choses au sérieux. Mais il est clair que là où Marvel a très bien joué son coup, c'est que quand il va lancer le MCU, il va justement aller à l'inverse de ce qui se faisait au début dans les productions Marvel, et ils vont axer énormément leurs films sur les blagues, sur la détente, sur le recul, sur le côté cool des choses, et du coup on se mangera plus de 20 blockbusters de super-héros sur ce ton-là, parce que Marvel a compris à ce moment-là que la presse voulait absolument prendre énormément de distance avec le genre super-héroïque, quitte à avoir un peu de dédain, faut bien le dire. I've also learned that mankind was not evil, just
uninformed. Et pourtant, le premier X-Men est on ne peut plus sérieux. On parle de discrimination, on parle de danger mutant, de fichage des mutants. C'est carrément une œuvre avec un sous-texte politique évident, même si à mon sens il n'est pas assez développé. Mais pourquoi il n'est pas assez développé? Peut-être parce que ça ferait un trop-plein d'antagonistes. C'est-à-dire que d'un côté, on a la team du professeur Xavier, qui représente en gros, grosso modo, les gentils, et puis de l'autre côté, la team Magneto, qui va être le principal antagoniste du professeur Xavier et de toute sa team. Et le truc, c'est peut-être de rajouter des sénateurs, même si on développe évidemment le personnage du sénateur, mais qui à mon sens n'est pas assez encore développé. Mais le truc, c'est qu'on ne peut peut-être pas rajouter des antagonistes à des antagonistes, c'est-à-dire mettre des sénateurs, des hommes politiques qui veulent absolument la peau de tous les mutants, même si évidemment c'est une thématique dont on parle dans le film, mais on en parle. On ne le montre pas forcément, on n'insiste pas véritablement sur cette question-là, en tout cas dans le premier film. Et bien sûr, ce premier X-Men annonce ce qui se passera dans les films de super-héros sérieux, ceux qui voudront rester sérieux, je pense par exemple à des Man of Steel ou des Batman v Superman, où on pointe du doigt la responsabilité des super-héros dans notre monde à nous. Et ça, X-Men le fait déjà dans les années 2000, on pose cette question-là 15 ans limite presque avant BVS, où on pose cette responsabilité. On compte évidemment le merveilleux, puisqu'on est dans un film de super-héros, on est chez Marvel, et ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on pointe aussi cette responsabilité. Les super-héros sont-ils une menace, sont-ils un danger, et quelle responsabilité ils ont vis-à-vis de nous humains? Et si on parle de pure mise en scène, on voit bien que Singer est très attaché à un grand maître du suspense qui s'appelle Alfred Hitchcock, et on peut le voir évidemment à travers plusieurs films, notamment Usual Suspects, Un élève doué, et à mon sens, il va s'inspirer d'Alfred Hitchcock un peu plus subtilement que ne le fera par exemple un Brian De Palma. Alors attention, j'adore Brian De Palma, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais disons que Brian De Palma va carrément pomper des personnages iconiques limite des films d'Alfred Hitchcock, il va pomper même des scènes entières et faire ce qu'il va appeler un hommage. Alors Bryan Singer aussi va faire un hommage, et on le voit notamment dans la dernière scène du fameux premier X-Men, où le climax va se dérouler sur la Statue de la Liberté, qui est un hommage direct à un film des années 40 qui s'appelle Saboteur, film d'Alfred Hitchcock, où le climax se déroule aussi sur la Statue de la Liberté. And the rest of humanity. There is a war coming. Be sure you're on the right side. Alors l'approche assez maligne de la part de Bryan Singer pour nous faire pénétrer dans cet univers des X-Men riche, complexe, c'est qu'on va adopter en gros le point de vue du personnage peut-être le plus emblématique de cette saga, à savoir Wolverine. Alors pourquoi est-ce le personnage emblématique? Peut-être que les fans de comics X-Men pourront nous le dire, c'est-à-dire qu'il était déjà Wolverine très iconique dans les comics, mais en tout cas quand on ne connaît pas les comics, quand on ne connaît pas l'univers des X-Men, l'important est d'introduire cet univers par le biais de Wolverine. On va découvrir cet univers à travers ses yeux. On va découvrir le fonctionnement de l'école, les élèves, leurs pouvoirs, leurs malédictions. On va avoir l'introduction de Cérébro. On va avoir des tas d'éléments hyper emblématiques qui va constituer le cœur de toute la saga X-Men, de tous les films X-Men. Et ça, on le découvre à travers les yeux de Wolverine, donc ce qui est plutôt assez malin, vu le charisme évidemment de Hugh Jackman qui l'incarne et la pertinence du personnage tout au long de cette fameuse saga. On va également un petit peu développer le triangle amoureux qui s'amorce entre Jean Grey, Cyclope et Logan. Pas assez à mon goût, mais ça va, on aura de quoi faire avec ces scènes. Et puis on va avoir des scènes de pur suspense. Je pense évidemment à la scène de Magneto qui va arriver dans le train pour affronter Wolverine. Et va s'en suivre une scène à l'extérieur de la gare où Magneto va faire voler des voitures de flics dans une scène absolument dantesque pour l'époque. Et ce que j'ai toujours trouvé remarquable par rapport à ce genre de scène, c'est que Bryan Singer n'est pas dans l'esbrouffe de mise en scène. Bryan Singer, c'est un réalisateur avec lequel j'ai pas mal de réserves sur les films d'après, mais je trouve que là, au moins, il fait un blockbuster, mais sans faire du Michael Bay, quoi. On n'est pas dans l'explosion de voitures, on n'est pas dans la surenchère de CGI, on est vraiment dans une mise en scène où le but, c'est vraiment de donner une véritable incarnation, en fait, au personnage, qu'il soit bon ou méchant. On est plus dans cette volonté-là que de faire du spectaculaire pour du spectaculaire. Et c'est ça qui est assez remarquable, je trouve, dans le premier X-Men et qu'on retrouvera également dans le second X-Men, c'est qu'on n'est pas dans l'esbrouffe, on n'est pas dans l'épate de mise en scène, on est plus finalement dans la sobriété, tout en n'oubliant pas non plus qu'on fait un gros blockbuster d'été.
Alors moi j'ai toujours trouvé la première partie de X-Men bien plus pertinente que sa seconde, c'est-à-dire la mission de sauvetage de Malicia, elle est sympa, mais j'ai toujours trouvé que Bryan Singer se débrouillait beaucoup mieux dans l'introduction de l'univers, dans l'introduction de ses personnages, de la naissance en fait des différents enjeux, plus que de la résolution quand on va essayer de sauver cette fameuse Malicia. Reste quand même la scène hyper chorégraphiée de la baston entre Crapaud et les différents X-Men, qui est absolument génial. Là, on sent que Bryan Singer s'en donne vraiment à cœur joie dans la chorégraphie, dans l'action. On va encore plus personnifier les différents héros comme une espèce d'introduction pour bien nous faire connaître ces héros et pour pas être trop largué quand il y aura la suite. Mais globalement, je trouve que cette partie-là est moins bonne que toute l'introduction de personnages, que finalement toute la moitié de son film où il y a plus le sous-texte politique. We must know who they are and above all, what they can do. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce premier X-Men sorti en 2000. C'est un film riche, sombre. Ce n'est pas un film parfait. C'est un film qui est un peu bancal par le rythme. On a l'impression que Bryan Singer tâtonne encore un peu dans cet univers, qu'il n'est pas encore totalement à l'aise. Il sera bien plus à l'aise sur le 2. D'autres réalisateurs comme Matthew Vaughn vont réussir à reprendre l'ADN de ce qu'avait créé Bryan Singer. Je dirais la base en fait de ce qu'a créé Bryan Singer pour le reprendre à leur compte et même limite presque sublimer la saga. Mais ce premier opus marque bien les bases. Il relance le genre super-héroïque, un peu comme Burton l'avait fait en 89 avec le premier Batman. Faut quand même pas oublier qu'avant le premier Batman, on était encore dans un genre un peu rigolo, le premier Batman quoi de 1960, on n'avait pas trop l'habitude. Je parle pas évidemment des comics, je parle de la représentation en télévision et au cinéma. On était dans quelque chose qui se prenait pas beaucoup au sérieux. Et puis Batman a relancé la chose avec des costumes noirs, un univers sombre. Et Bryan Singer va jouer un petit peu là-dessus sur le premier X-Men. Et c'est ça qui va être intéressant. Et c'est ce qui va nous refaire croire justement au mythe super-héroïque de façon pour le coup ultra sérieuse. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!